Alors, il y en a quelques-uns que j'avais juste pas vu venir, certains sur lesquels je me suis gouré, j'ai trop lu certaines choses, ou j'ai trop cru à certains trucs, ou pas assez à d'autres. Mais alors, il y en a deux sur lesquels il va falloir qu'on insiste parce que ils m'ont bien arraché la gueule. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce débriefing des Oscars. Mes prédictions personnelles et les vainqueurs et les perdants de la cérémonie. Avant d'entrer le détail, je m'en suis quand même pas trop mal sorti au final. Sur les 18 prédictions que j'avais fait, sur les 18 Oscars que j'avais pensé voir attribués par les Oscars eux-mêmes, pas par les miens, il y en a 8 sur lesquels j'ai bon. Et certains qui sont importants sur des domaines précis, donc je suis plutôt content de moi, mais c'est à peu près ma moyenne en fait. C'est à chaque fois que je fais un truc tous les ans, je tombe à peu près sur ces résultats-là. Il y en avait donc que je pouvais pas faire du tout. Il y en avait 6 que je pouvais pas faire parce que j'avais pas accès à ce qui était nommé. Mais grosso modo, voilà, je m'en suis sorti avec 8 sur les 18 que j'avais annoncés. Et un seul de ceux que j'aimais vraiment moi et que je voulais voir gagner, qui est la musique originale pour La La Land, qui est, même pas parce que je l'aimais, qui est juste, c'était la seule réponse valable en fait. Parmi tout ce qu'il y avait dans la liste, il y avait aucune musique qui comparait avec celle d'une comédie musicale. Donc, nous allons revenir sur tout ça, point par point, et nous arrêter sur ceux qui sont les plus importants. Et donc, comme je vais commencer dans le même ordre que celui que j'ai fait dans la vidéo, on va commencer par Oscar de meilleur scénario original, offert à Manchester by the Sea, qui, si vous ne le savez pas, était celui que je détestais dans cette sélection et que je voulais absolument pas voir gagner quoi que ce soit, donc on va y revenir. Mais donc, c'est le meilleur scénario de l'année. Très bien. Donc, vous êtes en train de me dire que cette espèce de mélodrame vulgaire, dans lequel tout arrive sans aucune logique et sans aucune raison, est le meilleur scénario de l'année. Vous allez m'expliquer que c'est normal, quand des pompiers viennent dans une toute petite maison en feu, qu'ils aillent juste dans une pièce pour sauver une nana qui ne fait pas de bruit parce qu'elle est déjà tombée dans les pommes, et qu'aucun ne pense à se dire « Tiens, on va aller à l'étage avant que ça devienne trop grave, et on va pas tous ressortir d'un coup de la maison, on va d'abord aller vérifier ce qui se passe à l'étage. » Vous vous rendez même pas compte que la base de l'histoire de ce truc est débile. Déjà, en 40 minutes, je suis désolé, mais un feu se déclare pas comme ça. Une bûche qui tombe d'une cheminée. En principe, les cheminées sont conçues pour ça. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye de foutre des trucs autour de la cheminée qui évitent que le feu se répande si jamais il tombe du truc de la cheminée, quoi. Alors oui, il y a un volet à mettre dessus, mais il y a d'autres choses qui peuvent passer. Et a priori, s'il y a déjà un truc qui a foutu suffisamment le feu pour que les pompiers soient appelés par quelqu'un d'autre que la mère qui est tombée dans les pommes, c'est qu'a priori, ça a pris feu quand même bien plus vite que ça, c'était un incendie bien plus important, et quoi qu'il y ait en fond de ce truc, enfin c'est pas logique 2 secondes, et justement en ayant vu que le feu était déclaré en bas, ils auraient en premier lieu été en haut. Comment est-ce qu'une femme, qui donc a été mise dans le coma par la fumée de l'incendie, peut-être à l'instant précis où Lee arrive devant sa maison en feu, en train de hurler « Non, mes enfants, machin !» alors qu'elle est censée être dans les vapes à cause de la fumée, et pourquoi ils attendent le lendemain matin pour la foutre sur une civière avec un truc de respirateur en plus, quoi. Je veux dire, si elle est capable d'être debout et de hurler pour voir ses gosses, c'est que manifestement ça va, elle peut tenir. Alors c'est peut-être un truc obligatoire à faire ou un truc dans ce genre-là, mais il fallait montrer cet incendie. Pourquoi est-ce qu'il est passé sous silence? Pourquoi est-ce qu'il débarque au milieu du film? C'est censé être un des enjeux du truc, c'est censé être le truc qui explique pourquoi le personnage est pas bien. Pourquoi vous le foutez au milieu du film? Pourquoi c'est pas au début, par exemple? C'est quand même beaucoup plus pratique pour expliquer le truc. Là, on a l'impression que c'est presque un mystère, alors que justement, enfin, il se passe rien pendant ce film, donc révélez-nous dès le début ce qui se passe, qu'on comprenne vraiment quels sont les enjeux des personnages, sinon on voit juste des trucs qui se passent et on voit des inadaptés sociaux en train de s'engueuler et c'est tout, quoi. Les personnages s'engueulent avec tout le monde, c'est un truc qui m'avait insupporté avec ce film, c'est une bande de connards qui s'engueulent avec tout le monde et constamment, et qui sont constamment sur les nerfs. Et il y a un moment où ils sortent de je sais plus qui, d'un avocat ou d'un notaire, un truc dans ce genre-là, Lee et le gosse qui sortent. Et il y a un passant, qui est le seul passant de la rue, qui passe juste à côté d'eux quand ils sont en train de s'engueuler, et le mec se demande même pas est-ce que c'est vraiment le père et le fils, est-ce que c'est machin, et le mec passe à côté et fait « Ah, super le great parenting », il dit en version anglaise, je sais pas comment traduire ça du tac au tac, là, great parenting, joli parentage, belle façon d'éduquer vos enfants, c'est ce qui est toujours beaucoup plus compliqué à dire en français. Déjà, un mec random passe pas comme ça en lançant ce genre de truc à quelqu'un qui connaît absolument pas, enfin en tout cas pas dans les endroits que je connais, et, enfin,
à la limite, acceptons, c'est quand même assez grossier, et plutôt que de dire c'est pas mon fils ou un truc dans ce genre-là, ou de vraiment parler de ce qui se passe dans le film, le mec essaye d'aller lui casser la gueule. Et tu fais, c'est quoi ce truc? Vous vous rendez compte à quel point les engueulades sont forcées dans ce film? Il y a un moment, ils arrivent devant l'hôpital, il y a le gosse qui met sa main vers la poignée, qui fait « allons-y », l'autre il démarre. Et ils s'engueulent après parce qu'ils font « mais évidemment, enfin, pourquoi t'as démarré? Bah t'as dit allons-y, je croyais que tu voulais qu'on se casse. » Bah oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit. Enfin... C'est comme ça que ça se passe. Les bases d'engueulade sont absurdes. Quand il va voir la nana du dessus, là, au tout début, et qu'elle est avec sa douche, et qu'à chaque fois qu'il sort une phrase... En fait, je crois que j'ai compris, c'est un film de trolls. C'est normal que vous compreniez ça, c'est un film pour les trolls d'internet, c'est une bande de fragiles qui gueulent pour que dalle, et qui cherchent des moyens de s'engueuler avec tout le monde. Ah! Les femmes dans ce film! Les femmes dans ce film sont toutes hystériques! Il n'y en a pas une qui est intelligente. Toute la scène qui se passe avec le moment où son frère a sa première attaque cardiaque, là, qu'il est juste pas bien, c'est une catastrophe. La femme qui est à côté et qui est en train de se faire rabrouer pour que dalle, qui gueule pour que dalle, qui machin. Enfin, l'écriture de cette scène, c'est vraiment ça qui m'a fait dire, j'ai l'impression de voir un truc d'école d'étudiants en cinéma. C'est le truc du... Eh, ce serait bien s'il avait perdu tous ses enfants dans un incendie. Ah ouais, mais comment on fait? Ah bah sa maison, elle aurait pu brûler. Bah ouais, c'est bon. Et je fais... Les gars, en principe, vous vérifiez si c'est logique que la maison ait pu avoir le temps de brûler, il peut avoir le machin. Ils sont obligés de faire l'espèce de séance interrogatoire à la con où le mec est là. Je crois qu'une bûche, j'y viendrai à son jeu. Je crois qu'une bûche a dû tomber du truc et que machin et que c'est lui qui dit ce qu'il croit qu'il s'est passé. C'est pas ce qui s'est vraiment passé. Et si on doit dire ce qui s'est vraiment passé dans cet incendie, il y a aucun moyen que ce soit logique. Et le pire dans tout ça, c'est que pour la plupart des gens, la réplique la plus forte du film se situe à 2h06 minutes et 50 secondes. Et c'est le moment où le gosse, ça fait déjà 2 heures qu'ils essayent de vivre ensemble, de trouver une vie, de trouver un machin, et le gosse lui dit « mais pourquoi tu veux pas venir vivre ici ?» Et l'autre lui répond « I can't beat it. » Je ne peux pas le battre. Et alors moi, personnellement, j'ai entendu « I can't beat it », le premier truc, la première conclusion qui me vient en tête, c'est « ah, il a une maladie incurable ?» Donc ça fait 2h06 qu'on essaye de voir s'il pourrait peut-être récupérer la garde de son neveu, alors qu'en vérité, il y a aucune raison logique de la lui donner, puisque lui aussi a une vie qui est précaire et qui pourrait s'arrêter bientôt. Moi, c'est ça que j'avais retenu. Apparemment, le sens de cette phrase, I can't beat it, c'est « je peux pas me battre contre ma propre culpabilité et contre les remords de la perte de mes enfants. » Et ça, c'est... Déjà, c'est pas... La phrase est pas bonne, la phrase correspond I can't beat it, c'est pas comme ça qu'on dirait j'arrive pas à vaincre ma culpabilité ou mon machin, enfin c'est... La question n'était jamais de vaincre quoi que ce soit, parce que le personnage depuis le début n'est pas dans une culpabilité, le mec il est vide, il vit rien, si à la limite juste une dépression, mais pas une culpabilité justement, on n'a pas l'impression qu'il affronte quoi que ce soit, on a l'impression qu'il se laisse porter et qu'il fout rien, et la meilleure preuve de ça, c'est que 10 minutes plus tôt, on a eu la conversation avec son ex-femme, à qui il dit, il n'y a plus rien là-dedans. Il y a rien dans ce cœur. Et ben s'il y a rien dans ce cœur, qu'est-ce qui t'empêche de vivre à Manchester? Hein? Si vraiment il y a rien là-dedans, si tu ressens plus rien, si t'as pas d'émotion, pourquoi tu reviens pas vivre à Manchester? Le problème c'est pas que t'as plus d'émotion, le problème c'est justement que t'as trop d'émotions, donc dis pas à ton ex-femme il y a rien là-dedans, je peux pas t'écouter, je peux pas machin, c'est pas ça. Si il dit à sa femme il y a plus rien là-dedans, je peux rien écouter machin, c'est pour lui dire écoute ça sert à rien de continuer à avancer parce que de toute façon j'ai un souci, je vais pas tenir longtemps et ça sert à rien au final de remuer tout ça parce que il pourra rien se passer. J'en sais rien, mais alors vraiment 2h06 de personnages qui n'évoluent pas d'un iota, parce que y a rien qui a changé dans ce film. L'élément déclencheur c'est que son frère est mort et il doit prendre la garde de son fils et il la veut pas. Et à la fin du film, eh ben il la veut toujours pas. Et il s'est rien passé parce qu'aucun personnage n'a vraiment parlé ou n'a vraiment discuté. Le mec est quand même dépressif au point de plus pouvoir faire la conversation. Vous vous foutez de la gueule du monde. Et j'arrive même pas à croire qu'il pouvait se faire ça juste pour faire chier du coup le gosse, Patrick, il me semble. J'arrive même pas à croire qu'il fait ça juste pour le faire chier et pour que du coup il arrive pas à baiser quand même. Mais j'arrive même pas à comprendre d'où vient cette envie. Et il y a aucune raison qu'il soit même pas foutu de dire bonjour, au revoir à cette nana, quoi. Enfin, c'est pas un mec qui a juste des remords ou qui a juste des trucs à battre, c'est un dépressif chronique, un mec malade.
Enfin, il y a vraiment un truc qui va pas. Ça me rappelle exactement, c'était la critique que j'avais fait à Somewhere de Sofia Coppola. J'avais dit, le mec de ce film, il est pas dépressif, il est à faire interner, quoi, il y a un souci. Pour moi, c'est très lié au jeu de Casey Affleck, mais du coup, on va y revenir dans quelques secondes, parce que je viens de prendre 10 minutes sur le premier truc. Mais les autres, du coup, j'ai pas grand chose à dire. Oscar du meilleur scénario adapté, offert à Moonlight, ce que j'avais prédit, donc c'était un de mes points, et c'était assez évident que ça allait lui revenir. Oscar des effets spéciaux, là par contre, c'est encore une blague. Le livre de la jungle, vous êtes sérieux? Le livre de la jungle a les meilleurs effets spéciaux de l'année? Il y a effectivement 2-3 technologies qui ont été développées dedans qui sont intéressantes. C'est des technologies où, pour faire en sorte que Mowgli soit vraiment en train de bouger sur les animaux, donc ils ont développé des structures en animatronique pour faire bouger le personnage. Vous allez pas me dire que c'est une révolution des effets spéciaux et que ça vaut des effets spéciaux. Vous avez vu les rendus de ce truc, vous avez vu l'animation qui est beaucoup trop fluide pour être réaliste, vous avez vu les poils qui sont tous dégueulasses. Enfin, il y a rien de crédible dans ce film, il y a rien de magnifiquement réussi, et ça a l'Oscar! Vous vous foutez du monde. Alors, il y a des Oscars qui seront encore pires quand on va remonter, mais les Oscars, il y a certains Oscars techniques que j'ai... Là, les effets spéciaux, je comprends pas, quoi. Vraiment. Moi, du coup, j'avais dit Rogue One, ou à la limite Kubo and the Two Strings, même Doctor Strange, avec ses effets spéciaux psychédéliques, j'ai dit que c'était pas ouf. Au moins, ça devait être un nouveau programme à créer, parce que pour le reste... Enfin, il y avait rien de spécial, quoi. Oscar du meilleur mixage son, j'avais dit Arrival, et je pensais vraiment que les sons un peu étranges et aliens de Arrival allaient gagner. Mais non, ils ont préféré le travail des sons de guerre qui a été fait dans Hacksaw Ridge. Donc l'Oscar est tout à fait mérité, parce qu'il y a effectivement un gros travail qui est fait, et toute cette scène de fin sur le champ de bataille, le dernier tiers du film, est incroyable. Donc c'est assez mérité, effectivement, mais un peu surprenant tout de même. Ensuite, meilleur montage son... j'ai gagné du coup puisque j'avais prédit Arrival, et c'est là que je comprends pas en fait la distinction sound editing et sound mixing. Pour moi, ceux qui sont en mixing devraient être en editing, et ceux qui sont en editing devraient être en mixing, parce que je trouve par exemple que Deepwater Horizon aurait été beaucoup plus intéressant en sound mixing, et que le sound mixing de Arrival est bien plus intéressant que son sound editing. Vraiment, j'ai du mal avec ces deux catégories, je les trouve très space. Meilleur décor ensuite, remporté par La La Land, et je suis un peu dégoûté parce que vous avez vu dans la vidéo, je doutais entre Hail Caesar et La La Land, et je me suis dit, La La Land va en ramasser tellement qu'ils vont forcément filer au moins un à Hail Caesar, avec César. Et c'est là que je me suis gouré, c'est que effectivement La La Land n'a pas fait une razzia sur les Oscars non plus, donc ouais, filer à La La Land, et pour moi, c'était pas celui-là qui méritait le plus, parce que c'est un peu grossier ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont reproduit un style qui marchait bien, mais ils ont rien fait de plus que ça. Et je trouve que ce qui avait été fait dans Hail Caesar, avec ce travail de reconstitution et de reprendre certains matériaux précis, certains trucs, était plus intéressant que de simplement faire un film dans le Hollywood moderne avec de temps en temps un vieux projecteur dans un coin et un décor carton, quoi. Mais bon. Toujours dans La La Land, cela dit, on passe à la musique, où j'avais prédit avec... de bonne précision les vainqueurs. City of Stars de La La Land, c'était évident que ce serait pas l'audition, même si elle est effectivement beaucoup plus chargée en émotions, dans son écriture en tout cas. City of Stars, c'est vraiment la ville des étoiles, enfin c'est évidemment que Hollywood va voter pour une chanson qui s'appelle La ville des étoiles. Et meilleure musique pour La La Land, je vous l'ai dit justement parce qu'il y avait aucune concurrence, quoi. Par rapport à aucun film de cette année n'avait un travail musical qui pouvait comparer en quoi que ce soit à une comédie musicale qui est centrée sur la musique. Il n'y avait aucun autre film dans la sélection de Jackie, Lion, Moonlight et Passengers qui faisait un travail musical particulièrement recherché. Oscar du meilleur maquillage coiffure. J'ai même du mal à le sortir. Remporté par Suicide Squad. Quelle somme a versé Warner Bros à l'Académie pour obtenir un Oscar pour Suicide Squad en maquillage coiffure? Vous êtes sérieux? Enfin, le seul maquillage du film, c'est Killer Croc, et la coiffure la plus compliquée du film, c'est l'Enchantress, parce qu'elle a quelques trucs dans les cheveux, et encore, je suppose que c'est une simple perruque et pas une coiffure, mais ça, les perruques comptent aussi dans les coiffures, c'est pas du tout le problème, on coiffe pas toujours les acteurs. Mais sérieusement, quoi, comparé à un truc qui s'appelle Star Trek Beyond, dans lequel il y a au moins une dizaine de races extraterrestres qui ont été faites, et la plupart utilisant des prothèses, et vous avez foutu Suicide Squad. C'est-à-dire un des pires films de l'année, quoi. C'est que j'étais resté soft
avec Suicide Squad parce que je m'attendais justement à ce qu'ils s'en prennent plein la gueule parce que j'ai vu ce truc, je me suis dit, la vache, c'est une grosse merde quoi. Donc j'étais sorti de là, j'ai fait un vlog en me disant, bon, oui, c'est très très nul, mais il y a un problème de tournage, il y a un problème de machin, mais faut pas être trop dur avec lui quoi, mais bien sûr, faut être dur avec lui, mais pas trop. Et au final, tout le monde kiffe ce film, on dirait. Il y a eu un montage à un moment dans les Oscars où il y a un enfant de 13 ans qui a sorti ah, j'ai adoré Suicide Squad, et tu fais. Déjà, t'as 13 ans, t'as été voir un film qui s'appelle Suicide Squad, c'est censé être sur des méchants qui font un truc, qui font tout péter, et tu dis que ça ne te. Ah! Et donc maintenant un Oscar, c'est-à-dire que cette grosse merde, le pire film du DC Universe depuis sa création, et il y a de la concurrence, et il y en a eu que 3, celui-là compris, et c'est lui qui gagne un Oscar. Fuck you. Fuck the Academy. Franchement, quoi. Suicide Squad. Suicide Squad a un Oscar. Waouh! C'est comme le meilleur scénario pour Manchester by the Sea, quoi. C'est... Putain. Ensuite, l'Oscar du meilleur montage que j'avais prédit, envoyé à Hacksaw Ridge. Et là, je suis content parce que vraiment, je vous dis, j'ai galéré. Enfin, je suis arrivé sur le truc, comment je compare le montage de tous ces films. Il y en a qui ont des trucs complètement différents, il y en a qui sont faits avec des plans séquences, il y en a qui sont faits avec des travails du temps, etc. Et je me suis dit au final que c'était Hacksaw Ridge qui serait le plus intéressant parce qu'effectivement, la façon de rendre la bataille de fin passe aussi beaucoup par la façon de couper et ce qu'on montre dans le montage et la façon de mettre les explosions et les cuts et les machins. Et vraiment, vraiment très intéressant, donc je suis content d'avoir réussi à trouver celui-là. Enfin, franchement, je vous jure, j'ai galéré pendant 1 heure complète à trouver ce truc. Costume Designs. Je suis aussi un peu dégoûté parce que je vous ai dit que j'ai fait ma présentation, j'ai fait Fantastic Beasts est le film qui a le plus de travail en costume et qui mérite le plus l'Oscar. Mais j'ai dit, tout va tomber sur La La Land. Et le travail des couleurs, etc. Et j'aurais dû m'écouter, en fait, plus que ça, parce qu'effectivement, les meilleurs costumes sont revenus aux Créatures Fantastiques, et non pas à La La Land. Ce qui peut se comprendre, parce que je pense que les gens, en général, n'auraient pas compris un Oscar pour La La Land. Enfin, on comprend pas l'Oscar pour Suicide Squad non plus, mais La La Land, c'est vrai que les vêtements font quotidien. Il faut vraiment remarquer qu'il y a une utilisation des couleurs particulières, etc. Surtout quand au fur et à mesure du film, elle commence à s'estomper. Donc voilà, félicitations à lui, il le méritait tout de même. Ensuite, meilleure photographie. Là encore, je suis content parce que je l'avais bien trouvé. La La Land qui remporte l'Oscar pour son travail de la pellicule, d'un format particulier, d'un ratio particulier qui avait été utilisé dans les années 50 et 60 par certaines comédies musicales. Le film est pas en 2,35, il est en 2,50 ou 2,40, un truc un peu plus large. Donc c'était évident que ce travail-là allait forcément charmer les gens de l'Académie parce que ils aiment beaucoup ce qui est en travail de la pellicule, etc. Mais du coup, voilà, je suis content, je l'avais plutôt bien prédit celui-ci. L'Oscar du meilleur film animé a été offert à Zootopia. Et vous avez pas l'air de comprendre quel est le problème de ce film, donc je vais vous expliquer clairement quel est le problème de ce film. Ce film est un film qui nous dit il faut pas il faut pas suivre une espèce de norme, il faut pas suivre les obligations de la société. Et à un moment, le personnage principal du film amène comme conclusion que peut-être que les carnivores sont en train... Peut-être, elle dit pas les carnivores sont en train, elle dit peut-être que les carnivores sont en train de revenir à un stade un peu plus féroce et que donc il faudrait peut-être faire attention. À ce moment-là, son meilleur ami, le petit renard, se barre en lui disant « Ah bon, donc tu me considères comme un criminel, comme un machin ?» C'est ce qui n'est pas du tout ce qu'elle a dit. Elle a dit « Il y a peut-être une maladie qui touche spécifiquement les carnivores. Et il faut bien penser que... » L'idée, c'est que les carnivores et les herbivores, c'est le racisme, c'est le féminisme, c'est le machin. Il y a effectivement des différences entre certaines ethnies. Il y a par exemple les produits cosmétiques qui sont pas les mêmes pour les cheveux africains et les peaux africaines et les peaux caucasiennes ou les cheveux caucasiens. Il y a des trucs différents, ils ont une structure un peu différente, une composition chimique un peu différente. Il y a des trucs qui sont un peu différents, pas supérieurs ou inférieurs, mais différents. Et c'est important de pouvoir parler de cette différence pour pouvoir faire le bon produit. Vous pouvez pas filer un produit à un mec qui va lui cramer les cheveux parce que c'était pas adapté exactement à son type de cheveux et que merde, on va quand même pas lui dire qu'il est pas black et que donc il peut pas utiliser le truc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est à ce moment-là que le film se foire complètement parce que du coup, la morale, ça devient pas il faut regarder les choses telles qu'elles sont et essayer certaines choses.
La morale, c'est il faut se conformer à une autre règle. Vous allez abandonner la règle du racisme, de la ségrégation, des séparations, etc. Et vous allez accepter cette autre règle du tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Et je suis désolé, il n'y en a aucune des deux qui est bonne. La bonne version, c'est celle qui est au milieu. Et la version qui est au milieu, c'est de dire, bah peut-être qu'il se passe quelque chose pour les carnivores, peut-être que non, on verra bien, l'enquête est en cours. Donc surtout, vous vous énervez pas pour l'instant, vous essayez pas d'imaginer les implications de ce que je viens de dire, vous essayez pas d'imaginer d'autres choses que concrètement ce que je viens de dire, c'est-à-dire, il y a peut-être un risque qu'une maladie qui se promène quelque part soit destinée spécifiquement aux carnivores, et si c'était le cas, bah il faudra faire en sorte de combattre cette maladie et de l'étudier, etc., en sachant qu'elle atteint en particulier les carnivores, et trouver ce qu'il y a de particulier dans les carnivores pour qu'elle l'atteigne en particulier. Donc ce serait important de dire ce genre de choses. Et donc au final, ce film n'a fait qu'une chose, c'est vous faire shifter d'un point de vue à un autre. Mais il n'a pas du tout fait passer son message d'ouverture d'esprit, de tolérance et d'acceptation. La tolérance, c'est aussi de tolérer que peut-être la vérité n'est pas exactement celle qui est politiquement correcte. C'est pas Zootopia, c'est SJW The Movie, et c'est une très mauvaise façon de penser. Et le problème, c'est que vous vous en rendez même pas compte, parce que comme c'est du Disney, c'est joli, c'est bien animé, il y a des belles musiques, il y a des belles machins, et du coup ça divertit, c'est tranquille, et le message a l'air sympa. Mais c'est comme tous les Disney, ça vous vend un message précis, ça vous dit jamais pourquoi est-ce que ce serait bien. Je suis navré, Zootopia est un film foncièrement vicié. Il y a un truc qui va clairement pas dans l'histoire que veut faire passer ce film, et la seule raison pour laquelle vous trouvez ça normal, c'est parce que bah, il nous vend un truc politiquement correct. Ça veut pas dire que c'est bien. Et si je peux finir pour autre chose, dans tous les cas, il méritait absolument pas l'Oscar du meilleur film. Moana, ne serait-ce que visuellement et techniquement, dans tout ce qui est développé là-dedans, pour les effets de lumière, les effets d'eau, les effets de texture, de cheveux, de machin, tout ce qui est dans Moana est à un level qui dépasse à des milliards de kilomètres celui de Zootopia, même si j'aime pas trop la façon de faire passer le message du film non plus, parce que j'aime bien un film féministe où il n'y a jamais aucun problème depuis le début pour que la fille devienne la nouvelle chef du village. Donc c'est quoi le problème? Vous n'avez pas besoin de devenir féministe, vous l'êtes déjà, vous avez déjà pas de distinction entre les femmes et les garçons, donc bon. Mais Moana Vaiana aurait mérité beaucoup plus de gagner cet Oscar. Et Kubo, en particulier, l'aurait bien plus mérité. Je veux dire, en termes de à quel point les gens se sont fait chier à raconter une histoire, à quel point l'histoire est intéressante, originale et bien créée. Enfin, c'est... Je suis désolé, c'est celui-là qui méritait, quoi, c'est pas l'autre. Ensuite, meilleure actrice dans un second rôle. J'avais prédit, la mort va gagner. Viola Davis a remporté son Oscar. Don't you think I ever wanted other things? Don't you think I had dreams and hopes? What about my life? What about me? Je suis navré, c'est pas pour me moquer d'elle, hein. C'est juste que c'est un truc qui se fait tout le temps. Tom Hanks qui se met à baver quand il est dans Forrest Gump pour voir quand il voit son fils, ça a gagné l'Oscar aussi. Quand Adrien Brody a fait Le Village et qui jouait du coup le rôle d'un simplet, lui aussi s'est mis à baver partout en espérant probablement avoir son Oscar. Et là du coup Viola Davis c'est un peu la même chose. Si tu arrives à t'enlaidir en faisant un truc un peu dégueulasse, globalement, tu as une récompense. Même chez nous, hein, c'était Adèle Exarchopoulos, elle avait eu son César aussi pour ça, il me semble. Enfin, elle avait eu un César, il me semble, pour La vie d'Adèle, et elle aussi, elle avait passé son truc avec sans se moucher le nez, quoi. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait, qui m'a fait un petit peu rigoler. L'Oscar de la meilleure actrice tout court, quant à lui, est revenu à Emma Stone. Et je suis un peu déçu parce que, oui, Emma Stone mérite tout à fait un Oscar, mais depuis 5 ou 6 ans, pas spécialement pour La La Land, qui, pour elle comme pour Gosling, est quand même presque son propre rôle en fait. Elle joue rien de spécial. J'ai l'impression que ça commence à devenir constant dans les Oscars, c'est comme DiCaprio à qui on file un Oscar pour avoir vomi quand il a bouffé un poisson cru. Bah ça alors, il a vomi quand il a bouffé un poisson cru. Quel acteur! Enfin, donc là pareil, Emma Stone qui passe des castings, des machins et tout le bordel, enfin oui elle est douée mais elle joue son rôle quoi, donc c'est a priori tant mieux si elle arrive à s'en sortir quoi, elle joue un truc plus classique, donc j'ai du mal à comprendre ça parce que Ruth Negga au contraire avait une vraie différence entre ce qu'elle est réellement et le rôle qu'elle joue dans un film, et Isabelle Huppert ça aurait été tellement parfait quoi qu'elle puisse remporter quelque chose pour ce rôle. Ensuite, meilleur acteur dans un rôle secondaire pour Mahershala Ali, et je vous l'avais dit. C'était évident, il commence à les remporter un peu partout, et c'est vrai que c'est quand même un super bon acteur, c'est lui qui ouvre le film
Moonlight, et c'est vrai qu'il est très bon dedans. Et il joue également dans Hidden Figures, qui n'est pas encore sorti donc, mais il joue aussi un rôle dedans, et là aussi il est vraiment assez bluffant et tout à fait crédible, donc c'est vrai que c'est un très bon acteur, et ça va faire un boost à sa carrière a priori d'avoir ça. Je le vois très bien arriver dans un Marvel prochainement. Je sais pas lequel encore, mais je vois très bien Mahershala Ali dans un Marvel pour faire un héros ou un truc dans ce genre-là. Nous arrivons au meilleur acteur. Pour le meilleur acteur, je souhaiterais vous lire certaines des notes que j'ai prises quand j'ai regardé Manchester by the Sea, parce que je me suis dit, je vais peut-être essayer quand même de faire un vlog quand je vais le rattraper. L'Oscar a été donc remporté par Casey Affleck. Et je vais vous citer donc le premier truc que j'ai marqué, un des premiers trucs que j'ai marqué quand j'ai fait ma review de Manchester by the Sea. Le jeu des acteurs est un des plus mauvais que j'ai vu depuis longtemps, Affleck en particulier. On sent toutes les directions, et lui ne met aucune émotion dans aucune réplique. Et vraiment c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas un personnage qui tourne la tête parce qu'il est en train de douter, et ensuite va faire machin, et ensuite va se retourner, on sent l'indication du metteur en scène. On sent le truc du... Alors tu vas le regarder, ensuite tu vas regarder à droite, ensuite tu vas regarder en haut et te prendre la tête, et après tu vas revenir. Et on sent qu'il suit une indication, il comprend pas ce qu'il joue. Vraiment, enfin je suis navré, ce mec est un mauvais acteur, c'est une catastrophe. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais les autres ils en avaient tous les larmes aux yeux, tellement ils étaient dégoûtés de voir ce mauvais remporter l'acteur du meilleur Oscar, l'acteur du meilleur Oscar, l'Oscar du meilleur acteur. C'est une aberration. Ce mec ne joue pas une seule seconde dans ce film, et c'est justement ce qui fait que ce film ne marche pas, quoi, d'ailleurs. Et je vais vous dire, j'ai même fait le truc du... J'aurais limite pas dû, mais quand le mec a ouvert l'enveloppe du meilleur acteur, j'ai regardé, j'ai fait « Pas Casey Affleck ». Et j'ai à peine dit le « que » de Affleck, que le mec faisait « Casey Affleck !» Et j'ai fait « Non ! Non ! Non !» C'est pas possible. On peut pas filer un Oscar à cette merde. Oui, je sais, je suis ultra vulgaire, mais je suis navré, il n'y a aucune performance dans ce film. On dirait vraiment un acteur qui sort de l'école de comédie et qui fait son premier truc devant une caméra. C'est une catastrophe. Je sais pas ce qu'il joue, mais il joue pas le personnage qui est marqué dans le scénario. Il joue pas le personnage qu'il est censé être dans le film. Je sais pas ce qui se passe, mais il joue... C'est pas du jeu, et c'est pas ce qu'il faut, et c'est pas bon, quoi. Comment est-ce qu'il a pu recevoir une statuette? Et je vous ai dit, c'est... Ils en ont même parlé d'ailleurs, Jimmy Kimmel en faisant l'ouverture du truc a fait « Il y a un film d'Amazon dans la sélection » et je vous ai dit dans mon truc, je vous ai dit « Je sens que c'est juste un truc pour faire style. Regardez les films qui viennent d'Amazon, de Netflix, de machin, c'est aussi des bons films, ils méritent aussi d'avoir certains trucs, quoi. » Et tu te fais... C'est quoi ce délire, quoi? Donc c'est vraiment ça, j'ai l'impression que c'est juste foutez-nous des Oscars et des récompenses juste pour prouver aux gens qu'on fait des vrais films et qu'il faut les regarder ce qui sort chez nous aussi, quoi. Que la VOD c'est aussi un système de sortie de film. Je suis désolé. Et donc on arrive aux deux Oscars principaux. Oscar du meilleur réalisateur remis à Damien Chazelle pour La La Land. Et en fait, c'est là que je me suis gouré. Donc pour moi, c'était Moonlight qui l'aurait, et je savais qu'il y aurait un conflit entre Moonlight et La La Land. C'était les deux films faits pour les Oscars, entre guillemets, parce que Moonlight n'a pas vraiment été fait pour les Oscars. C'est plutôt un petit film qui d'un seul coup s'est retrouvé avec une attention qu'il n'avait pas demandé. Mais La La Land, oui, par contre, c'était vraiment un film fait pour les Oscars. Donc je savais qu'il y aurait une confrontation entre les deux à un moment, parce qu'il y en a un qui est fait pour les Oscars et l'autre qui plaira beaucoup aux Oscars. Et je pensais donc qu'il y aurait ce jeu du on va filer le meilleur film à l'un et la meilleure réalisation à l'autre. Et comme il y avait eu la meilleure musique juste avant, j'étais plutôt confiant en me disant que le meilleur film reviendrait à La La Land et que ces histoires d'acteurs hollywoodiens à Hollywood, au milieu d'Hollywood, parleraient particulièrement au jury de l'Académie. Et pendant un instant, j'ai cru gagner, puisqu'il s'est passé ceci. La La Land. Et là, alors que j'étais en train de marquer fièrement que j'avais eu 50% de réussite sur ce que j'avais cherché, il s'est passé ceci. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight, this is not a joke. This is not a joke. Moonlight, Best Picture. Even in my dreams, this could not be true. But to hell with dreams, I'm done with it, because this is true. Oh my goodness. Et je me suis retrouvé perdant au dernier moment. Et pour moi, c'était l'inverse qui allait se passer. Pour moi, l'histoire de La La Land
allait le faire être voté meilleur film de l'année, mais la force et la puissance de Moonlight, le deuxième favori, allait lui offrir le meilleur réalisateur. Je pensais vraiment qu'en termes de thème, c'était La La Land qui mettrait en avant, et en fin de compte non, ils ont mis Moonlight en avant, et donc ils ont compensé l'absence de meilleur film de La La Land avec un meilleur réalisateur pour Damien Chazelle. Et là, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, je pensais pas que ce serait le fonctionnement de l'Académie, donc voilà, je me suis fait surprendre et je me suis fait avoir. Ce qui nous amène donc à la conclusion de ces vidéos, sur 18 prévisions, 8 qui s'avèrent être vraies. J'essaierai de faire mieux l'année prochaine, et je pense que je le referai l'année prochaine parce que c'est assez marrant, et quand on a vu tous les films en jeu, ça a beaucoup plus de sens. Il y a tellement d'années où je l'ai fait, où j'avais pas vu certains des films, et quand on a rattrapé certains, on se dit « Ah bah oui, forcément ». Mais là, c'est vrai qu'avoir tous les films en tête, ça permet vraiment de... Enfin, c'est évident, bien sûr, mais ça permet vraiment plus de voir ce qui peut se dégager, parce que il y en a dont on sait qui sont un peu là, on sait pas trop pourquoi, genre Hell or High Water, il était vachement bien, mais je sais pas ce qui fait sélectionner aux Oscars précisément, c'est pas vraiment un film spécial pour les Oscars, ou tout dans ce genre-là. Et on sait toujours que ces films-là vont pas vraiment finir dans ceux qui ont des gros trucs. Mais c'est vrai que les petites surprises du coup se cachent là-dedans, et il y a certains trucs que j'aurais pas vu, donc voilà, j'essaierai de le refaire de la même façon l'année prochaine. J'espère que ça vous a plu, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!